Voici l'histoire, basée sur la vie réelle de Madame Élise et les traditions oppressives de la campagne française des années 50 à nos jours. Installez-vous confortablement, car ce récit promet de vous captiver du début à la fin. Abonnez-vous à la chaîne, le coffre à souvenirs de nos aînés. Laissez votre pouce bleu de confiance. Ici, nous partageons des récits authentiques, tout droit sortis de la malle aux souvenirs de nos chers aînés. Madame Élise, nous sommes toutes ouïes pour écouter votre incroyable parcours. Ah, ma chérie, quelle joie que tu sois arrivée. Viens, assieds-toi ici, tout près. Tu es bien installée? J'espère que tu as un petit moment pour écouter cette vieille femme de 82 ans. Tu sais, j'ai tant de choses gardées ici, à l'intérieur. Une montagne d'histoires à raconter. Parfois, ça fait mal de se souvenir, mais j'ai besoin de tout faire sortir. Quel soulagement de t'avoir ici pour m'écouter. Ce sont des années qui m'ont fait ce que je suis. Elles m'ont brisée et m'ont remise sur pied. Il y a eu des jours sombres, des nuits interminables. Prépare-toi, ma chérie. Ce n'est pas une histoire facile à entendre. Je suis née en 1942, dans un grand domaine à la campagne. C'était un bel endroit, mais rempli de règles rigides et de traditions qui nous étouffaient. Mon père, le colonel Philippe, était un homme que tout le monde respectait et craignait. Il ne commandait pas seulement notre famille, mais presque toute la région. C'était un de ces notables qui obtenait ce qu'il voulait par la force et l'influence. Ma mère, Madame Hélène. Pauvre femme, elle était tout le contraire de mon père. Une femme silencieuse, toujours avec une tristesse dans le regard. Elle m'aimait beaucoup, je le sais, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose pour me protéger. Parfois, quand mon père ne regardait pas, elle me serrait fort dans ses bras ou me caressait les cheveux. C'était sa façon de me dire qu'elle était là pour moi. J'avais 3 frères aînés, Jacques, le plus âgé, qui était déjà marié, Pierre, le cadet, et Charles, le benjamin des garçons. Jacques ressemblait le plus à mon père, toujours sérieux et autoritaire. Son épouse, Marianne, était une femme discrète qui lui avait donné 2 enfants, Louis et Anne. Pierre et Charles étaient comme mon père, ignorants, brutaux, ne pensant qu'aux chevaux, au bétail et à donner des ordres. Mais les enfants de Jacques, mes neveux Louis et Anne, étaient ma joie. Louis avait 7 ans et Anne 5 quand j'en avais 13. Ils adoraient venir jouer dans la grande maison. Nous courions dans les jardins, nous nous cachions dans les immenses pièces et je leur racontais des histoires sous les manguiers. C'étaient les seuls moments où je me sentais vraiment une enfant. J'étais la plus jeune et la seule fille. Papa disait que j'étais la fleur de la famille, mais cela ne signifiait pas que j'étais mieux traitée. En réalité, les attentes à mon égard étaient encore plus grandes. Je devais être la jeune fille parfaite, éduquée et prête à être une bonne épouse. C'est en 1955, le jour de mes 13 ans, que ma vie a basculé. J'étais toute excitée, pensant que j'aurais peut-être une fête, peut-être même un gâteau. Mais mon Dieu, ce que j'ai reçu en cadeau, c'est un fiancé. Papa m'a appelé dans son bureau. Là se trouvait un homme que je n'avais vu que de loin quelquefois, Gérard Dubois, un important propriétaire terrien de la région. Il avait 52 ans, les cheveux déjà grisonnants et un regard qui me faisait peur. « Élise, dit mon père, tu vas épouser monsieur Gérard. C'est un grand honneur pour notre famille. » Je suis restée paralysée. Me marier? Je savais à peine ce que cela signifiait. J'ai regardé ma mère, qui était dans un coin du salon, les yeux pleins de larmes. Elle n'a rien dit, elle a seulement baissé la tête. J'ai essayé d'argumenter, de dire que j'étais trop jeune, que je voulais étudier, mais papa n'a rien voulu entendre. C'est un accord entre hommes, fillette. Cela unira nos familles et nous apportera plus de pouvoir à tous. Soudain, la maison s'est remplie de monde pour préparer le mariage. Des couturières confectionnant ma robe, des cuisinières planifiant le banquet, mon père recevant des visites importantes. Et moi, au milieu de tout ça, me sentant comme si on m'avait oublié. Mes preghi, mes frères n'y prêtaient aucune importance. Pour eux,
Il était normal qu'une fille se marie tôt. Jacques m'a même félicité, comme si c'était une bonne chose. Pierre et Charles ne parlaient que de l'argent et des terres que la famille gagnerait avec cette union. Mes neveux étaient les seuls à sembler comprendre que quelque chose n'allait pas. Louis m'a demandé une fois, « Tante Élise, pourquoi es-tu triste? Ce n'est pas bien de se marier. » Et la petite Anne, avec son innocence, a dit qu'elle ne voulait pas que je parte. Cela m'a brisé le cœur. Le jour du mariage est arrivé bien trop vite. C'était censé être le plus beau jour de ma vie, mais j'avais l'impression d'aller à mon propre enterrement. La robe était magnifique, pleine de dentelles et de broderies, mais elle pesait comme du plomb sur mes épaules. L'église était comble. On aurait dit que toute la ville était venue voir la fille du colonel Philippe se marier. Quand je suis entrée au bras de mon père, j'ai vu Gérard à l'autel. Il souriait, mais ce n'était pas un sourire aimable. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de conclure une bonne affaire. J'ai répété les mots que le prêtre disait, j'ai passé l'anneau au doigt de Gérard, et j'ai senti qu'il en mettait un au mien. Tout semblait arriver à une autre personne, pas à moi. La fête qui a suivi était grandiose. Musique, nourriture, danse, des gens importants de partout. Mon père rayonnait, se pavanant devant les invités. Ma mère est restée dans son coin, silencieuse comme toujours. Mes frères buvaient et riaient aux éclats. J'ai aperçu mes neveux de loin. Louis tenait la main d'Anne, tous deux me regardant avec un mélange de confusion et de tristesse. Je voulais courir vers eux, les serrer dans mes bras et leur dire que tout irait bien. Mais je savais que je ne pouvais pas le promettre. Quand la nuit est tombée, on m'a conduite à la chambre qui serait la mienne et celle de Gérard. Je suis restée assise sur l'immense lit, tremblante de peur. Quand Gérard est entré, il a fermé la porte et s'est approché de moi. « Maintenant, tu es ma femme, dit-il, d'une voix qui me glaça le sang. Viens ici, je vais t'enlever ta robe et te donner un bain. » Je n'avais pas le choix, j'ai obéi. Je ne raconterai pas les détails de cette nuit. Je peux seulement dire que j'ai cessé d'être une enfant et que j'ai été forcée de devenir une femme. Quand je me suis enfin retrouvée seule, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai pleuré mon enfance perdue, les rêves que j'avais et qui semblaient désormais impossibles. J'ai pleuré de peur pour l'avenir qui m'attendait. Les jours qui ont suivi le mariage furent un enfer pour moi. Gérard n'était ni un homme aimable ni patient. Il attendait de moi que je sois une véritable épouse, même si je n'étais qu'une enfant. Entre quatre murs, il me faisait subir des choses que je ne comprenais même pas bien. Je tremblais rien qu'en entendant ses pas s'approcher de la chambre. Si je me plaignais ou si je pleurais, il se mettait en colère. « Tu es ma femme, maintenant, » disait-il. « Tu dois m'obéir en tout. » Et quand j'essayais de résister, il me menaçait. « Si tu ne fais pas ce que je veux, tu dormiras avec les cochons dans la porcherie. » Au début, j'ai pensé que c'était juste une menace pour m'effrayer. Mais une nuit, après avoir refusé de faire ce qu'il voulait, c'était une demande absurde et dégradante. J'ai vu dans ses yeux une colère qui m'a glacé les os. Il m'a attrapé par le bras et m'a traîné dehors. Il m'a jeté dans la porcherie et a fermé la porte. « On va voir si comme ça tu apprends à être une bonne épouse » a-t-il crié. J'ai passé toute la nuit là, nue dans la boue, tremblant de froid et de peur, avec l'odeur immonde. Le matin, quand il a ouvert la porte, j'étais sale et en larmes. Je pensais que cela suffirait, mais il m'a ramenée à l'intérieur, m'a donné un bain et m'a forcé à faire ce que j'avais refusé la veille, à force de cris. C'est moi qui commande ici. J'imagine ta colère en m'écoutant, ma chérie. Moi-même, je ressens de la rage en le racontant. Mais crois-le ou non, ce ne fut pas la dernière fois. Une autre nuit, il m'a fait dormir là-bas de nouveau, cette fois parce que j'avais brûlé le dîner. J'étais si fatiguée et effrayée que je n'arrivais pas à bien me concentrer en cuisine. Quand il a vu la nourriture brûlée, il est devenu rouge de colère. « À la porcherie » a-t-il dit.
et j'y suis retournée, au moins habillée cette fois. Après ces 2 nuits, j'ai appris à ne plus me plaindre ni désobéir. Je faisais tout ce qu'il voulait, peu importe l'odeur, peu importe le dégoût que je ressentais. C'était ça ou la porcherie, et je ne supportais plus cet endroit. Je priais Dieu de me sauver. Gérard voulait toujours être avec moi à n'importe quelle heure. Il disait qu'une femme devait servir son mari. Même pendant mes règles, il ne me laissait aucun répit. Le temps a passé, et je suis devenue de plus en plus triste et silencieuse. Il y avait des jours où j'avais à peine la force de me lever, mais je n'avais pas le choix. Je devais m'occuper de la maison et faire ce que Gérard exigeait. C'est à cette époque que j'ai commencé à ressentir des choses étranges, des nausées, des vertiges. Au début, je pensais que j'étais malade, mais j'ai vite découvert que j'étais enceinte. Je venais d'avoir 15 ans. J'avais si peur. Comment allais-je m'occuper d'un bébé? Mais incroyablement, la grossesse m'a apporté un peu de paix. Gérard s'est un peu calmé. Il ne me forçait pas autant. Je crois qu'il avait peur de faire du mal au bébé. En 1957, ma fille Marie-Thérèse est née. C'était la première fois depuis mon mariage que je ressentais un peu de joie. Quand j'ai tenu ce petit bébé dans mes bras, j'ai senti un amour que j'ignorais exister. Je me suis promis de la protéger, de ne laisser personne lui faire ce qu'on m'avait fait. M'occuper de Marie-Thérèse me donnait un but. Gérard ne lui prêtait pas beaucoup d'attention. Il disait que les filles ne servaient à rien, ce qui m'attristait. Mais au moins, il ne s'en prenait pas trop à elle. Je pouvais passer des heures avec ma fille, à chanter, à jouer, oubliant un peu la vie difficile que je menais. Elle tétait beaucoup, elle était rieuse, ma petite princesse. Mais la paix ne dura pas longtemps. Bientôt, Gérard se mit à exiger un autre enfant. Et c'était reparti, obligé de faire des choses que je ne voulais pas. En 1959, à 17 ans, mon fils Jean-Pierre est né. Gérard était fier. Il avait enfin son garçon. Il organisait des fêtes pour ses amis, montrait l'enfant à tout le monde. Avec moi et Marie-Thérèse, il interagissait à peine. J'aimais mes 2 enfants de la même manière. Pour moi, peu importait que ce soit un garçon ou une fille, c'était mes bébés, ma raison de vivre. Je m'occupais d'eux avec toute l'affection possible, essayant de compenser le manque d'amour du père. Au fond de moi, j'avais une peur constante que mon Jean-Pierre devienne comme Gérard, car mes frères étaient comme mon père. La vie continuait ainsi jusqu'en 1960, quand j'avais 18 ans. Un événement est survenu qui a de nouveau changé ma vie. Un après-midi chaud d'été, Gérard était sur la véranda, buvant comme d'habitude. Soudain, il est tombé de sa chaise en se tenant la poitrine. J'ai couru pour l'aider. J'ai appelé les employés que j'ai vus au loin s'occuper du bétail, mais ça n'a servi à rien. Quand le médecin est arrivé, il était déjà trop tard. Gérard était mort d'une crise cardiaque. Je ne vais pas mentir, quand j'ai réalisé qu'il était vraiment mort, j'ai ressenti un soulagement si grand que je m'en suis même senti coupable. C'était comme si un poids énorme m'avait été enlevé des épaules. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer sans peur. Je sais que ce n'est pas beau à dire, mais c'était la vérité. Cet homme avait fait de ma vie un enfer depuis que j'avais 13 ans. Mais j'ai vite compris que la mort de Gérard ne signifiait pas la fin de mes problèmes. Soudain, j'étais une veuve avec 2 jeunes enfants à élever et propriétaire d'une multitude de choses que je ne savais même pas par où commencer à gérer. Le testament de Gérard me laissait la grande maison et une bonne partie des terres. C'était un héritage conséquent. Tout ce que le vieil homme possédait appartenait à sa famille depuis des générations. La maison était une construction du 19e siècle, de celles qu'on ne voit que dans les films. Elle avait 25 chambres, toutes décorées avec des meubles coûteux et des objets anciens. Les jardins étaient impressionnants, pleins de fleurs et d'arbres centenaires. Les premiers jours, je déambulais dans ces immenses couloirs, n'arrivant pas à croire que tout cela était à moi. Je ne peux nier que j'étais très heureuse. J'imaginais les enfants plus grands courant partout. J'avais beaucoup de rêves et de projets en tête. Mais le bonheur
fut de courte durée. J'ai vite commencé à réaliser l'énorme problème dans lequel je m'étais fourré. Je ne savais rien de la gestion des terres, de la supervision des employés, de la gestion de l'argent. En réalité, je savais à peine lire et écrire. Et pour ne rien arranger, le corps de Gérard n'était même pas encore froid que les ennuis ont commencé. Ses 3 fils aînés, issus de son premier mariage, sont apparus pour réclamer leur part de l'héritage. Ils étaient beaucoup plus âgés que moi. Le plus jeune devait avoir une 30aine d'années. Ils me regardaient comme si j'étais une intruse, une profiteuse. La bataille juridique a commencé dès l'ouverture du testament. Les fils de Gérard n'ont pas perdu de temps. Ils ont engagé les meilleurs avocats de la région et ont commencé à tout contester. Ils disaient que j'étais trop jeune, que je n'avais pas la capacité de gérer les propriétés, que Gérard n'était pas sain d'esprit quand il avait fait le testament. Chaque jour amenait une nouvelle accusation, un nouveau document à signer, une nouvelle audience au tribunal. J'étais complètement perdu. Je n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal auparavant. Je comprenais à peine la moitié des mots que les avocats utilisaient. Chaque fois qu'une convocation arrivait, mon cœur s'emballait. Je craignais de tout perdre, de me retrouver à la rue avec mes jeunes enfants. C'est à ce moment-là, alors que je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir, que j'ai rencontré Antoine. C'était un avocat fraîchement diplômé, plein d'idées et désireux de faire la différence. Il a entendu parler de mon cas et a proposé de m'aider. Au début, j'avoue que je ne lui faisais pas entièrement confiance. J'avais vu tant d'hommes essayer de profiter de moi qu'il était difficile de croire que quelqu'un veuille aider sans arrière-pensée. Mais Antoine était différent de tous les hommes que j'avais connus. Il me traitait avec respect, m'expliquait les choses avec patience. Il ne se moquait pas de mes questions, aussi stupides soient-elles. Peu à peu, j'ai baissé ma garde et j'ai commencé à lui faire confiance. Les fils de Gérard ne nous facilitaient pas la tâche. Ils utilisaient tous les coups bas possibles. Ils répandaient des rumeurs en ville, disant que j'avais tué Gérard pour hériter de sa fortune. Ils essayaient de soudoyer des témoins, menaçaient de mes proches. Une fois, ils ont même essayé de m'intimider directement, en me coinçant à la sortie du tribunal. Si Antoine n'était pas apparu à ce moment-là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Mais malgré toute la pression, nous n'avons pas abandonné. Antoine rassemblait des preuves, construisait notre dossier. Il m'a appris à me comporter au tribunal, à ne pas tomber dans les pièges que les autres avocats tendaient. Peu à peu, j'ai pris confiance en moi, j'ai appris à me défendre. La bataille juridique a traîné pendant près de 2 ans. Quand le jour du verdict final est enfin arrivé, j'étais une boule de nerfs. Le juge a lu la décision, et quand il a annoncé que le testament était valide et que j'avais le droit de garder la maison et les terres, c'est comme si le monde s'était arrêté un instant. Je n'arrivais pas à y croire au début. Je suis sortie du tribunal ce jour-là, en me sentant la femme la plus forte du monde. J'avais affronté tout et tout le monde, et j'avais gagné. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que l'avenir m'appartenait, que je pouvais le façonner comme je le voulais. Mais comme pour tout dans ma vie à cette époque, ma joie fut de courte durée. Le soir même, alors que j'étais à la maison avec les enfants, essayant de célébrer notre victoire, j'ai entendu le bruit d'une camionnette arriver. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, mon père, le colonel Philippe et mes frères ont fait irruption dans la maison. Ils étaient hors d'eux, criant que j'étais trop jeune pour gérer tout ça. « Tu n'as pas la capacité de t'occuper de ces terres, fillette !» a hurlé mon père. Mes frères ont commencé à emmener les enfants. J'ai crié et j'ai essayé de les en empêcher, mais ils étaient plus forts. J'ai vu avec horreur qu'ils faisaient monter Marie-Thérèse et Jean-Pierre dans la camionnette. Mes petits pleuraient à chaudes larmes. « Où emmenez-vous mes enfants ?» J'ai imploré, mais personne ne m'écoutait. Mon père m'a attrapé par le bras et m'a traîné aussi vers la camionnette. Nous rentrons à la maison, nous réglerons ça là-bas. Quand nous sommes arrivés au domaine de mes parents, j'ai vu ma mère attendre sur la véranda. Elle semblait triste, mais n'a rien fait pour m'aider. Elle est juste restée là, silencieuse,
pendant que mon père me poussait à l'intérieur de la maison. « Nous allons nous occuper de tout maintenant, » dit-il de ce ton qui n'admettait aucune discussion. « Tu es trop jeune pour gérer ce genre de choses. J'ai passé la nuit à pleurer, serrant mes enfants dans mes bras. Je ne comprenais pas comment ma propre famille pouvait me faire ça. » Le lendemain matin, à ma grande surprise, Antoine est apparu au domaine. Il est arrivé avec un dossier sous le bras, disant à mon père qu'il y avait des documents que je devais signer, des choses en suspens du procès. Mon père n'a pas beaucoup aimé l'idée, mais comme c'était quelque chose d'officiel, il a fini par laisser Antoine me parler. Nous sommes allés dans l'ancien bureau de mon grand-père, une pièce plus à l'écart du salon. Dès que la porte s'est fermée, j'ai vu qu'Antoine était agité, inquiet. « Élise, » dit-il à voix basse, jetant un coup d'œil vers la porte pour s'assurer que personne n'écoutait. « Il n'y a aucun document à signer. Je suis venu t'avertir de quelque chose que j'ai découvert et que tu dois savoir. » Il s'est approché, parlant presque en chuchotant. « Ton père a passé un accord avec les fils de Gérard. Ils vont tout vendre et se partager l'argent. Comme le juge ne leur a pas donné l'héritage, ils ont trouvé un autre moyen d'obtenir ce qu'ils voulaient. » J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. « Ils utilisent l'influence de ton père et la pression de la famille pour t'obliger à vendre, » a continué Antoine. « Ton père dit à tout le monde que tu n'as pas l'expérience pour gérer les biens, qu'il vaut mieux tout vendre. » J'étais à bout de souffle. Tous ces efforts, toute cette lutte au tribunal. Et maintenant, mon propre père livrait tout au fils de Gérard en prenant une part pour lui. Quelle audace! Mais comment peuvent-ils faire ça? Ai-je demandé, désespéré par la nouvelle. « L'héritage est à moi. Le juge en a décidé ainsi. Je suis majeure. Ils ne peuvent pas m'obliger. » Antoine secoua la tête avec frustration. « Légalement, ils ne peuvent pas t'obliger. Mais en pratique, avec la pression de la famille et l'influence de ton père dans la région. » À ce moment-là, j'ai compris l'ampleur de la trahison. Ma propre famille s'était retournée contre moi. Tout ça pour l'argent et le pouvoir. Ce n'était pas la première fois. Je me sentais piégée. Juste après qu'Antoine m'ait tout raconté, la porte du bureau s'est ouverte brusquement. Mon frère Pierre est entré, les yeux pleins de méfiance, nous regardant, Antoine et moi. À cet instant, j'ai vu Antoine changer complètement. En un clin d'œil, il est redevenu l'avocat formel, fermant calmement sa mallette. « Madame Élise, merci beaucoup, » dit-il d'une voix qui ne trahissait rien de ce dont nous venions de parler. « Quoi qu'il en soit, je reviendrai pour finaliser la documentation. J'ai été impressionné par sa maîtrise de soi. Si je n'avais pas su ce qui s'était passé, j'aurais juré que c'était juste une visite de routine de mon avocat. » Pierre est resté planté sur le seuil, nous observant, tandis qu'Antoine prenait congé poliment et partait. J'ai essayé de garder une expression neutre, mais à l'intérieur, mon cœur battait la chamade. Dès qu'Antoine est parti, j'ai ressenti un vide immense. Il était le seul à être vraiment de mon côté, le seul à se soucier de ce que je voulais. En le voyant partir, je me suis sentie plus seule que jamais. Pierre me regardait comme s'il essayait de deviner ce qui s'était passé là. Mais je n'allais pas lui donner cette satisfaction. J'ai relevé le menton et je suis sortie du bureau, passant juste à côté de lui. Ce qu'Antoine m'avait dit s'est avéré vrai plus vite que je ne l'imaginais. Moins d'une semaine ne s'était écoulée quand mon père, le colonel Philippe, est entré dans la chambre où j'étais avec les enfants, tenant un dossier rempli de papiers. « Élise, » dit-il de sa voix autoritaire, « j'ai besoin que tu signes ces documents. » Je savais déjà ce que c'était. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre et mes mains sont devenues froides. « Quel document, papa ?» ai-je demandé, essayant de gagner du temps. Il a jeté les papiers sur la table de chevet. « C'est la vente de la maison et des terres. J'ai déjà tout arrangé avec les acheteurs. Il ne manque que ta signature. » J'ai regardé les papiers et j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. C'était tout ce pourquoi je m'étais battue, tout ce que le juge avait décidé qui m'appartenait de droit. « Mais papa, ai-je essayé d'argumenter,
Le juge a dit que c'était à moi. C'est l'héritage que Gérard a laissé pour moi et mes enfants. Comment peux-tu le vendre? Je ne veux pas vendre, je veux y vivre avec les enfants, ai-je dit, en essayant de paraître ferme et décidée. Le colonel Philippe a frappé la table, me faisant sursauter. Marie-Thérèse, qui jouait par terre, s'est mise à pleurer. « Ne me sors pas ce discours de juge !» a-t-il crié. « Tu es une gamine qui sort à peine des langes. Tu n'as aucune capacité à t'occuper de terre. Je fais ça pour ton bien. » J'ai pris Marie-Thérèse dans mes bras, essayant de la calmer. Jean-Pierre, bien que petit, regardait son grand-père avec effroi. « Papa, je ne signerai pas, » ai-je dit, en essayant de paraître plus courageuse que je ne l'étais. « Cet héritage, c'est l'avenir de mes enfants. Je n'y renoncerai pas. » C'est alors que j'ai vu dans ses yeux une lueur qui m'a fait peur. Il s'est penché vers moi et a dit à voix basse : « Si tu ne signes pas, Élise, j'enverrai tes enfants dans un pensionnat en Europe. Tu ne les reverras pas avant leurs 18 ans. » J'ai eu l'impression qu'on me jetait un seau d'eau glacée. « Tu ne peux pas faire ça, » ai-je dit, la voix tremblante. « Bien sûr que si, » répondit-il froidement. « Je suis leur grand-père. Je peux dire que tu n'as pas les conditions pour élever ces créatures. Qui crois-tu que les autorités écouteront? Une veuve de 19 ans ou un colonel respecté? » À ce moment-là, j'ai compris que j'étais piégée. J'ai regardé Marie-Thérèse dans mes bras, Jean-Pierre assis sur le lit. C'était un aimé bébé, ma raison de vivre. Rien que de penser à être loin d'eux pendant des années était une torture inimaginable, et mon père n'était pas un homme de vaines menaces. S'il disait quelque chose, il le faisait. Le cœur brisé, j'ai pris le stylo qu'il me tendait. Chaque signature sur ces papiers était comme si on m'arrachait un morceau de moi-même. Quand j'ai eu fini, je me suis sentie vide, vaincue. Mon père a pris les papiers, satisfait. « Tu as fait ce qu'il fallait, fillette. Je m'occupe de tout maintenant. » Et c'est ainsi qu'en un clin d'œil, j'ai perdu tout ce pourquoi je m'étais tant battue. La maison, les terres, l'opportunité d'offrir un avenir meilleur à mes enfants, tout avait disparu avec ces signatures. Les jours suivants, j'ai vu mon père prendre le contrôle de tout. Il gérait l'argent de la vente comme si c'était le sien, décidant où et comment le dépenser. « Tu es trop jeune pour gérer autant d'argent, Élise, » disait-il, chaque fois que j'essayais de le questionner. « Laisse-moi m'en occuper pour toi. » Je me suis retrouvée de nouveau au même point, comme si le temps n'avait pas passé depuis avant mon mariage avec Gérard. J'étais de nouveau sous le contrôle oppressif de mon père, mais maintenant avec 2 jeunes enfants à charge. La différence, c'est que je connaissais maintenant le goût de la liberté. Je savais ce que c'était que d'avoir le contrôle de ma propre vie, et cela rendait tout encore plus difficile à supporter. Ma mère, Madame Hélène, essayait de me consoler à sa manière. Parfois, quand mon père n'était pas là, elle venait dans ma chambre, s'asseyait au bord du lit et me prenait la main. Nous parlions des enfants et de rien d'autre. Elle ne prenait jamais mon parti. « Tout ira bien, ma fille, » disait-elle à voix basse. « Ton père ne veut que le meilleur pour toi et les enfants. » Mais dans ses yeux, je voyais qu'elle n'y croyait pas elle-même. Madame Hélène avait passé toute sa vie à se soumettre à la volonté de mon père. Elle savait mieux que quiconque ce que c'était que de vivre sous son contrôle. « Maman, lui ai-je demandé une fois, n'as-tu jamais pensé à partir d'ici? À dire non à papa ?» Elle a souri tristement. « Ah, ma fille, les femmes comme nous n'ont pas ce luxe. Nous apprenons à survivre comme nous le pouvons. » Ces mots me déchiraient le cœur. Je ne voulais pas de cette vie pour moi. Je ne voulais pas de ça pour mes enfants. Mais que pouvais-je faire? J'étais piégée, sans argent et sans soutien. Les jours passaient et je me sentais de plus en plus étouffée sous le contrôle de mon père. Je voyais mon père dépenser l'argent de la vente pour des choses qu'il voulait, faire des affaires, acheter plus de terre. Et moi, là, sans pouvoir rien dire, devant demander la permission même pour acheter des vêtements pour mes enfants. Mais il y avait quelque chose qui ne me sortait pas de la tête. Antoine, le jeune avocat qui s'était tant battu pour moi, qui avait été le seul à vraiment se soucier de ce que je voulais. Je pensais à lui tout le temps.
J'imaginais qu'il pourrait être mon mari, un homme bon. Mais ce n'était que dans ma tête. À aucun moment il n'avait laissé entendre qu'il voulait quelque chose avec moi, et moi non plus. D'ailleurs, quand je le voyais, je ne pensais jamais à ces choses. C'est seulement quand j'étais seule, de retour dans la maison de mes parents, que j'ai commencé à penser à lui de cette façon. Je ne sais pas ce qui a changé en moi, mais je me souviens que c'est comme ça que j'ai réalisé que mes sentiments changeaient. C'était comme si, en étant loin de lui, je commençais à voir Antoine d'une manière différente. Peut-être que c'était la solitude, ou peut-être que c'était parce que, comparé aux hommes que je connaissais, mon père, mes frères, le défunt Gérard, Antoine semblait presque irréel de bonté. Il me respectait, il m'écoutait, il se battait pour mes droits. C'était difficile de ne pas rêver d'un homme comme ça. Mais je savais que ce n'était que des rêves, les fantasmes d'une jeune femme piégée dans une vie qu'elle n'avait pas choisie. Antoine ne pensait probablement même pas à moi de cette façon. Pour lui, je devais être juste une cliente de plus, une fille avec des problèmes, et il ne se mettrait jamais dans un tel pétrin. Et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. C'était comme si, sans m'en rendre compte, Antoine était devenu une sorte de refuge dans mes pensées, un endroit où je pouvais m'échapper, ne serait-ce que dans mon imagination, quand les choses devenaient trop difficiles. Les mois passaient, et je commençais à me résigner à la vie que j'avais. Ce n'était pas ce dont je rêvais, mais au moins mes enfants allaient bien. Marie-Thérèse et Jean-Pierre étaient en bonne santé et, Dieu merci, bien traités par tout le monde au domaine. Même mon père, le dur colonel Philippe, semblait avoir un côté plus tendre quand il était avec ses petits-enfants. C'est par un après-midi chaud d'été que tout a de nouveau changé. J'étais sur la véranda, regardant les enfants jouer dans la cour, quand un des employés est venu m'appeler. « Madame Élise, le colonel veut vous voir dans son bureau. » J'ai senti un froid dans le ventre. Généralement, quand mon père m'appelait dans son bureau, ce n'était pas pour de bonnes nouvelles. J'ai arrangé ma robe, j'ai pris une profonde inspiration et j'y suis allée. En entrant dans le bureau, la première chose que j'ai vue, c'est mon père, assis derrière son énorme bureau en bois massif. Mais mes yeux se sont vite fixés sur une autre personne dans la pièce et mon cœur a failli s'arrêter. C'était Antoine. Là, debout, dans son costume bien repassé, et avec ce sourire qui illuminait tout son visage. Mon prince. C'est ainsi que je le voyais dans mes rêves, dans mes fantasmes secrets. « Assieds-toi, Élise, » dit mon père, me ramenant à la réalité. Je me suis assise, essayant de contrôler le tremblement de mes mains. Que faisait Antoine ici? « Élise, » commença mon père. « Maître Antoine est venu me parler d'une proposition. Il veut t'épouser. » J'ai cru avoir mal entendu. « Se marier? Antoine? Avec moi? Je veux savoir ce que tu en penses. Veux-tu l'épouser? » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon père, l'homme qui avait contrôlé chaque aspect de ma vie jusqu'à ce moment, me donnait le choix. C'était comme si Dieu avait entendu mes prières et que tous mes rêves devenaient soudainement réalité. J'ai regardé Antoine, qui m'observait avec ses yeux bienveillants. Puis j'ai regardé mon père, qui attendait une réponse. Je n'ai même pas eu besoin de réfléchir. « Oui, » ai-je dit, la voix sortant plus forte que je ne l'attendais. « J'accepte. » Mon père semblait satisfait. Antoine a souri, ce sourire qui faisait fondre mon cœur. Nous avons passé un certain temps à régler les détails, à parler de dates et de préparatifs. J'écoutais à peine, j'étais sur un nuage de bonheur. C'est seulement quand mon père nous a laissés seuls un moment que la vérité a commencé à se révéler. Antoine s'est tourné vers moi, le visage sérieux. « Élise, » dit-il à voix basse, « il y a quelque chose que tu dois savoir. » J'ai senti mon cœur se serrer. Je pensais que c'était trop beau pour être vrai. Il m'a raconté qu'un de ses amis avait entendu dire que mon père me cherchait un mari. Il y avait peu de prétendants, principalement parce que tout le monde connaissait le caractère difficile du colonel Philippe. « Je ne pouvais pas supporter l'idée de te voir marié à un vieux propriétaire que ton père choisirait, » dit Antoine, les yeux pleins d'émotion. « Alors j'ai menti à ton père.
J'étais confuse. Menti? Comment? Antoine soupira. Je lui ai dit que j'étais très riche, que je pouvais payer une dot importante pour le privilège d'épouser la fille du colonel. Je suis restée bouche bée. Pour mon père, c'était une affaire, comme toujours. Une fois de plus, j'étais une monnaie d'échange. Mais Antoine, ai-je dit, si tu n'as pas cet argent, comment vas-tu payer cette dot? Il a baissé les yeux, honteux. Je ne sais pas encore, Élise. Il a pris mes mains, me regardant dans les yeux, et a dit quelque chose qui a tout changé. J'ai fait ça parce que je voulais te sauver, Élise. Je ressens une grande affection pour toi et pour les enfants. Je ne pouvais pas te laisser épouser quelqu'un que tu n'aimais pas. Encore une fois, quelqu'un que ton père choisirait juste pour l'argent. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pouvait l'entendre. Antoine a continué. Je sais que c'est de la folie, mais si tu veux être avec moi, nous trouverons un moyen de nous échapper d'ici. Commencer une nouvelle vie, loin de ton père, loin de tout ça. Avant que je puisse répondre, Antoine s'est penché et m'a embrassé. C'était un baiser doux, plein de promesses et de possibilités. Quand nous nous sommes séparés, j'étais encore plus amoureuse de lui qu'avant. Quel bon baiser, mon Dieu. Moi aussi je pense à toi, Antoine, ai-je avoué, les mots sortant presque en un murmure. J'accepte tout ce que tu voudras. À ce moment-là, c'était comme si le monde entier avait disparu. Il n'y avait plus qu'Antoine et moi, et la promesse d'un avenir ensemble. Mais la réalité s'est vite imposée. Nous avons entendu des pas s'approcher, et nous nous sommes séparés rapidement. Mon père est revenu dans le bureau, parlant toujours d'arrangements et de plans. Les jours suivants, le domaine est devenu une véritable ruche. Mon père a annoncé les fiançailles avec toute la pompe possible. Pour lui, c'était une grande victoire, sa fille veuve épousant un avocat riche et respecté. Antoine a obtenu la permission de me rendre visite presque tous les jours, toujours sous le regard attentif de ma mère ou d'une domestique. Mais nous avons réussi à échanger des regards, des contacts discrets, des mots chuchotés. Lors d'une de ces visites, il m'a glissé un mot caché que j'ai lu dès que j'ai pu. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le papier plié. Dessus, de l'écriture hâtive d'Antoine, il était écrit « Sois devant le portail avec les enfants à 23 heures, je viendrai vous chercher. » Mon cœur battait la chamade. C'était notre chance de nous échapper, d'être libres. J'ai passé le reste de la journée dans l'angoisse. Chaque fois que je regardais l'horloge, le temps semblait s'arrêter. Quand la nuit est enfin tombée, j'ai attendu que tout le monde dorme, le cœur dans la gorge. J'ai préparé un petit baluchon avec quelques-uns de nos vêtements et des documents que je ne pouvais pas oublier. J'ai réveillé Marie-Thérèse. « Nous allons faire un voyage, mon amour », lui ai-je chuchoté en l'habillant. La pauvre, elle voulait juste dormir, mais je n'avais pas le choix. Je prévoyais de porter Jean-Pierre dans mes bras, mais les 2 sacs m'en empêchaient. J'ai convaincu Marie-Thérèse, non sans mal, et nous sommes sortis sans faire de bruit. Le portail était loin, et j'ai dû marcher un bon moment. Mes bras me faisaient terriblement mal, et je m'en mêlais les pieds avec Marie-Thérèse. Ah, ma petite, ce fut un grand effort. Passé minuit, nous sommes arrivés au portail. J'ai regardé autour de moi, mais il n'était pas là. Il n'y avait pas âme qui vive. À ce moment-là, j'ai fondu en larmes comme une enfant. Marie-Thérèse, la pauvre, ne comprenait rien et ne faisait que demander ce qui se passait. Alors, Dieu merci, j'ai entendu un sifflement au loin. J'ai plissé les yeux pour mieux voir dans l'obscurité et il était là. Antoine. La voiture était cachée dans la végétation, presque invisible. Soudain, il a allumé les phares et j'ai ressenti un soulagement immense. Antoine est sorti de la voiture comme un éclair et est venu nous aider. Se déplaçant rapidement et avec agilité, il jetait des regards nerveux de tous côtés, comme un animal traqué. Tout s'est passé très vite. Nous sommes partis dans la nuit, laissant derrière nous la seule vie que je connaissais. Les enfants se sont endormis sur la banquette arrière. J'alternais mon regard entre eux et la route, incertaine de ce qui nous attendait.
Après quelques heures de voyage, nous sommes arrivés dans une ville accueillante. Antoine s'est dirigé vers une maison simple en périphérie, avec un jardin bien entretenu. Une dame élégante aux cheveux gris nous attendait sur le pas de la porte. Son visage reflétait un mélange d'anxiété et de soulagement. « C'est ma mère », expliqua Antoine avec un sourire fatigué. « Vous allez rester ici pour l'instant. » La mère d'Antoine, Madame Lucie, nous a accueillis avec une étreinte chaleureuse. Ses yeux étaient aimables et doux, mais j'y ai vu de l'inquiétude. « Entrez, entrez », dit-elle avec des gestes pressés. « Vous devez être épuisé, pauvre petit. » En entrant dans la maison, j'ai été surprise de voir que tout était prêt pour nous. Madame Lucie nous a conduits à une chambre qui, selon elle, était l'ancienne chambre d'Antoine. Il y avait maintenant un lit double avec des draps propres et à côté, un berceau en osier blanc pour Jean-Pierre. « J'ai tout préparé pour vous », dit-elle avec un sourire timide. « J'espère que ça vous conviendra. Ce n'est pas le luxe auquel vous êtes habitués, mais c'est fait avec le cœur. » À ce moment-là, une vague de gratitude et d'émotion m'a submergée. Antoine était vraiment engagé envers moi. Sa mère devait connaître toute mon histoire et, malgré tout, elle avait décidé de m'accueillir. J'ai commencé à pleurer et je l'ai remerciée. Plus tard, pendant que les enfants dormaient, Madame Lucie m'a raconté un peu de son histoire. Elle était veuve depuis 15 ans. Son mari, Romain, le père d'Antoine, avait aussi été avocat et était mort de la tuberculose quand Antoine n'était qu'un jeune homme. Je pouvais voir la fierté dans ses yeux en parlant de son fils et de la façon dont il avait suivi les traces de son père. Antoine est rentré à la maison ce jour-là avec un air préoccupé. J'ai tout de suite su que ce n'était pas bon signe. Il a montré un papier froissé et a dit, la voix tremblante, « Élise, c'est une notification du barreau. Ils ont suspendu ma licence d'avocat. » Le vieil homme avait sûrement appris que nous étions déjà mariés et avait décidé de se venger d'Antoine. J'étais sous le choc. « Je vais y retourner, » ai-je dit, désespéré. « Je parlerai à mon père. Je lui dirai que c'est de ma faute. » Antoine m'a pris la main, secouant la tête. « Non, Élise. Si tu y retournes, il t'enfermera dans cette maison et ne te laissera plus jamais sortir. Et les enfants, qui sait ce qu'ils feraient. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, pensant à tout ce qui s'était passé et à comment mon désir d'être libre avait tant coûté à Antoine. Je sentais le regard compatissant de Madame Lucie. Je savais qu'elle était triste que son fils ait été lésé à cause de moi, et je ne savais plus où me mettre. Regarde ma fille, après ce jour terrible, nous étions un peu perdus, sans savoir quoi faire. Mais Dieu est bon et n'abandonne pas ses enfants. Un jour, Antoine est arrivé avec une nouvelle. « Maman, tu te souviens de Monsieur Jean, le propriétaire de la menuiserie ?» commença Antoine. « Il a besoin de quelqu'un pour l'aider avec la paperasse, les contrats et tout ça. Il m'a offert le poste. » Ce n'était pas du droit, mais c'était un début. Antoine a accepté immédiatement, mais son salaire était maigre et il rentrait tard, épuisé, mais toujours avec un sourire au visage, un amour, comme on dit. C'est alors que j'ai découvert que j'étais enceinte. J'avais honte d'être chez ma belle-mère avec la nouvelle d'un autre enfant. Mais Antoine était si heureux que ça m'a encouragée. Quand je l'ai annoncé à Madame Lucie, je pensais qu'elle se fâcherait, mais ce fut tout le contraire. La nouvelle sembla adoucir son cœur. Soudain, elle commença à me traiter avec plus d'affection, comme si ce bébé avait créé un pont entre nous. « Ce sera le premier petit enfant d'Antoine », disait-elle fièrement, faisant tout son possible pour me faire plaisir. Elle préparait ces plats délicieux dont Antoine parlait, me donnait des conseils sur la grossesse et proposait même de s'occuper de Marie-Thérèse et Jean-Pierre quand j'étais épuisée. « Tu sais, ma fille, ce que je vais te dire maintenant est difficile à admettre, mais Madame Lucie est devenue une mère pour moi, une mère comme j'en avais toujours rêvé, puisque la mienne n'avait jamais rien fait de tel pour moi. Elle a eu des occasions, mais ne les a jamais saisies. Dieu merci, les enfants se sont bien adaptés. Au début, c'était difficile. Tout était nouveau, nouvelle école,
mais ils se sont vite fait des amis. Marie-Thérèse, toujours bavarde, était déjà populaire à l'école. Jean-Pierre a mis un peu plus de temps, mais il s'est aussi intégré. Le temps a passé et mon ventre s'est arrondi. Malgré la fatigue, Antoine trouvait toujours un moment pour parler au bébé. « Il sera avocat comme son père », disait-il en plaisantant, se blottissant contre moi. Quand notre petite fille est née, elle était si petite, mais déjà la reine de tout. Antoine était aux anges et Madame Lucie nous gâtait toute la journée, aidant avec le bébé, cuisinant et s'occupant des enfants. C'est à cette époque qu'est apparu à notre porte le docteur Gérald, un vieil ami du père d'Antoine. Il avait entendu parler de notre situation et était venu offrir son aide. « Ton père était un homme intègre, Antoine, » dit-il. « Je ne peux pas voir le fils de mon ami être traité aussi injustement. C'était comme si Dieu nous envoyait un ange. » Le docteur Gérald a mobilisé ses contacts avec d'autres amis du défunt père d'Antoine. Ils ont rouvert le dossier, présenté des preuves que les accusations étaient fausses et ont témoigné du caractère d'Antoine. Ce furent 2 années de lutte, ma fille, 2 années d'anxiété, d'espoir et de peur, mais Antoine n'a pas abandonné. Il étudiait le soir après son travail à la menuiserie et les week-ends, il préparait sa défense avec le docteur Gérald. Et quand nous nous y attendions le moins, la nouvelle est arrivée. On lui avait rendu sa licence. Ave Maria, quelle joie! Nous nous sommes embrassés, nous avons ri et pleuré. Les enfants ne comprenaient pas bien ce qui se passait, mais ils étaient heureux parce que nous l'étions. Nous avons découvert que nous avions plus de gens de notre côté que nous ne le pensions. La famille d'Antoine, d'abord craintive, est devenue notre plus grand soutien. Des amis du père d'Antoine que nous ne connaissions même pas se sont joints à nous pour nous aider. Même d'anciens clients d'Antoine ont proposé du travail quand ils ont su qu'il avait récupéré sa licence. Bien sûr, tout ne s'est pas arrangé du jour au lendemain. Antoine a dû reconstruire sa carrière presque à partir de zéro. Malgré tout ce que nous avons traversé, Antoine et moi avons réussi à fonder une belle famille. En plus de Marie-Thérèse et Jean-Pierre, que j'ai amenés de ma vie antérieure, nous avons eu 3 autres enfants, notre petite fille, puis Lucas et Vincent. Avec le temps, nous avons mis de l'argent de côté et acheté une maison près de chez Madame Lucie, ma belle-mère. C'était une maison simple, mais c'était la nôtre. Chaque remboursement était une victoire. Cette première nuit, Antoine n'a pas voulu dormir dans la même chambre que moi. « Nous nous marierons d'abord, » dit-il avec un sourire timide. J'ai admiré son honneur et son respect, même dans cette situation compliquée. Les jours suivants, j'ai rencontré les frères et sœurs d'Antoine. L'aîné, Auguste, était médecin et vivait dans la maison voisine avec sa femme, Suzanne, et leurs 2 enfants, Alfred et Amélie. La sœur du milieu, Clotilde, était enseignante et vivait quelques rues plus loin avec son mari, Louis, et leur fille, Esmeralda. Ils venaient nous rendre visite fréquemment, apportant de la nourriture, des vêtements pour les enfants et des mots de réconfort. Tous connaissaient notre histoire et étaient près des gens accueillants et bons. Cependant, je percevais leur inquiétude face à notre situation. Les regards préoccupés et les conversations à voix basse ne passaient pas inaperçus. Une nuit, environ 3 jours après notre arrivée, j'ai entendu une discussion animée dans la cuisine. Je me suis approché silencieusement de la porte pour écouter. « Tu es fou, Antoine !» C'était la voix d'Auguste, son frère aîné. « Elle est la fille d'un colonel. As-tu idée du risque que tu cours, avec toutes les femmes qu'il y a dans le monde ?»« Je l'aime, » répondit Antoine avec fermeté, réchauffant mon cœur. « Et ses enfants aussi. Je ne pouvais pas les laisser dans cette situation. »« Et ton avenir d'avocat ?» demanda Clotilde, avec une préoccupation évidente dans sa voix. « Si le colonel le découvre, tu peux tout perdre. » J'ai senti un nœud dans mon estomac. Je n'avais pas réalisé à quel point Antoine risquait pour moi et pour nous, sa carrière, sa réputation. Tout était en jeu.
mais Antoine semblait déterminé. « Il y a des choses plus importantes qu'une carrière, dit-il. Je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant qu'Élise et les enfants souffraient. » Je suis retourné dans la chambre, le cœur lourd, mais rempli d'amour et de gratitude envers Antoine. Une semaine après notre arrivée, à ma grande surprise et joie, Antoine a annoncé que nous allions nous marier. Ce fut une cérémonie simple à la mairie, uniquement avec la famille d'Antoine présente. Madame Lucie pleurait d'émotion, tandis qu'Auguste et Clotilde, malgré leurs inquiétudes, nous ont serrés dans leurs bras avec une joie sincère. Les enfants étaient radieux. Marie-Thérèse, dans sa petite robe blanche, ne cessait de rire, tandis que Jean-Pierre, dans les bras de Madame Lucie, applaudissait sans bien comprendre ce qui se passait. Ses cousins, Alfred, Amélie et Esmeralda, étaient devenus de grands amis de mes enfants et étaient aussi excités qu'eux. Après la cérémonie, Madame Lucie a insisté pour garder les enfants afin que nous puissions avoir notre lune de miel. « Allez, allez !» disait-elle en nous poussant hors de la maison. « Profitez de ce moment, tous les deux. » Antoine m'a emmené dans un petit hôtel de la ville voisine. Quand nous nous sommes retrouvés seuls dans la chambre, une immense nervosité m'a envahi. Antoine s'est approché avec une tendresse qui m'a complètement désarmé. « Élise, dit-il en me prenant les mains, je t'aime et je promets de te rendre heureuse pour le reste de nos vies. » Cette nuit-là fut merveilleuse. Pour la première fois, j'ai appris ce que c'était que d'être vraiment aimé. Antoine était doux, affectueux et patient. Chaque caresse, chaque baiser était rempli d'amour et de respect. Je me suis sentie vraiment femme, vraiment aimée. Allongée dans ses bras par la suite, je me suis permis de rêver à l'avenir. Un avenir où je serais heureuse, où mes enfants grandiraient aimés et libres, aux côtés de cet homme merveilleux qui avait tout risqué pour nous. Mais une partie de moi savait que notre voyage n'était pas terminé. Le fantôme de mon père et la menace d'être découvert planaient toujours. Mais cette nuit-là, dans les bras d'Antoine, je me suis permis d'oublier tout ça et d'être simplement heureuse. Nous sommes rentrés chez Madame Lucie le lendemain, prêts à commencer notre vie ensemble. Les enfants nous ont accueillis avec des câlins et des rires, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vraiment chez moi. Les jours qui ont suivi ont été une période d'adaptation et de planification. Antoine a commencé à chercher du travail en ville. C'était étrange de penser qu'il y a quelques mois, il avait quitté cette même ville, sa ville natale, fraîchement diplômé en droit, pour accepter un poste dans un cabinet de ma ville. À l'époque, c'était une opportunité qu'il ne pouvait pas refuser, lui assurant une place dans un cabinet respecté, même si cela signifiait s'éloigner de sa famille. C'est ainsi que nos chemins se sont croisés, et maintenant, le destin le ramenait dans sa ville natale, mais dans des circonstances si différentes. Pendant qu'il cherchait à se rétablir professionnellement, j'aidais Madame Lucie avec la maison et les enfants. Petit à petit, nous construisions notre nouvelle vie, un jour à la fois. Je commençais à rêver d'un avenir tranquille, loin des ombres du passé. Mais comme le disent les anciens, quand le bonheur semble complet, le destin a tendance à nous jouer de mauvais tours. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé. Regarde ma fille, je vais te raconter comment c'était. C'était assez proche pour aller à pied rendre visite à Madame Lucie, qui était très heureuse d'avoir ses petits-enfants près d'elle. Je me suis consacrée à la maison et aux enfants. Ce n'était pas une vie de luxe, mais elle était remplie d'amour. Antoine travaillait dur dans son cabinet d'avocat, qui retrouvait peu à peu sa réputation. Les enfants ont grandi, ont étudié et ont obtenu leur diplôme. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous n'avons jamais manqué de l'essentiel. De mes parents et de mon ancienne famille, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Au début, ça faisait mal, mais avec le temps, j'ai appris à vivre avec les cicatrices. Tu sais, parfois je pensais à eux, imaginant comment ils allaient, mais je n'ai jamais essayé de les contacter. J'avais peur de ce qui pourrait arriver. Les enfants ont grandi en connaissant notre histoire, nous ne leur avons jamais rien caché. Marie-Thérèse et Jean-Pierre ont toujours su qu'Antoine n'était pas leur père biologique, mais pour eux,
Il l'était en tout ce qui comptait. Il l'appelait « papa » depuis leur plus jeune âge et l'amour entre eux était réel. Marie-Thérèse, notre aînée, venait de se marier. C'était une belle fête, simple mais pleine d'amour. Voir ma fille en robe blanche entrer dans l'église au bras d'Antoine. Ah, ma fille, ça n'a pas de prix. C'est à peu près à cette époque que la vie a décidé de nous jouer un autre tour. Un jour, Antoine est rentré à la maison avec une expression étrange, tenant une enveloppe à la main. « Élise » m'a-t-il appelé d'une voix sérieuse. « Ceci est arrivé aujourd'hui, au bureau. » C'était une lettre d'un notaire. Mon cœur s'est glacé sur le champ. Et ce qu'Antoine a lu m'a laissé sans voix. C'était à propos du domaine de ma famille. Mon père était décédé. Le notaire me convoquait pour la lecture du testament. Après tant d'années sans nouvelles, cela est tombé comme une bombe. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait ignorer cette lettre et continuer ma vie comme si de rien n'était. Mais une autre partie voulait savoir, comprendre, clore ce chapitre de ma vie. J'en ai parlé avec Antoine et avec les enfants. À ma surprise, ils ont tous convenu que je devais y aller. Après tout, que pouvait-il arriver? Nous étions tous adultes maintenant. Je n'avais plus peur de mon père ni de ma famille. Et les enfants? Eh bien, ils avaient grandi en entendant les histoires de ma vie passée et étaient curieux de connaître ce côté de la famille qu'ils n'avaient jamais vu. C'était notre chance. Et c'est ainsi que nous avons décidé d'y aller tous ensemble. Même le mari de Marie-Thérèse, François, nous a accompagnés. Le voyage de retour vers ma ville natale était étrange. Chaque kilomètre parcouru était comme un retour dans le temps, reconnaissant des lieux et me remémorant des moments. Antoine a tenu ma main tout le temps, me donnant de la force. En arrivant au domaine, mon cœur s'est accéléré. Tout était différent et en même temps pareil. La grande maison, les champs, l'odeur de la terre, c'était comme si le temps ne s'était pas écoulé. Je me souviens que je n'arrêtais pas de penser. Est-ce que ma mère est en vie? Nous avons été accueillis par le notaire, un homme plus jeune que je ne connaissais pas. Il nous a conduits au salon, où la lecture du testament devait avoir lieu. Là, j'ai retrouvé des visages familiers. Mes frères, quelques oncles et cousins. Tous étaient plus âgés, bien sûr, mais encore reconnaissables. Le silence qui s'est installé à notre entrée était lourd. Je pouvais sentir leur regard sur moi et ma famille. Certains hostiles, d'autres curieux et peu accueillants. Ma mère n'était pas là. J'ai appris qu'elle était décédée quelques années auparavant. C'était ma plus grande crainte. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. J'aurais dû revenir pour elle. Si le remords pouvait tuer, je serais morte à ce moment-là. Quelle douleur, mon Dieu, quel poids sur le cœur. La lecture du testament fut surprenante, c'est le moins qu'on puisse dire. Mon père, cet homme dur que j'avais connu, semblait avoir complètement changé dans ces dernières années. Le notaire a lu ces mots d'une voix solennelle, et chaque phrase était une révélation pour moi. Plus tard, en parlant avec mes frères, j'ai su que ce changement avait commencé après la mort de ma mère. Son décès semblait avoir adouci le cœur de mon père, le faisant reconsidérer beaucoup de choses. Puis est venue la partie qui m'a le plus choquée. Papa savait depuis le début où j'étais. Il savait pour mes enfants, pour ma nouvelle vie, et n'a jamais rien fait pour nous nuire, malgré cet épisode avec Antoine. Mon frère aîné, en larmes, m'a raconté que papa avait eu plusieurs occasions de nous faire du mal au fil des ans. Il savait où nous vivions, connaissait le cabinet d'Antoine, mais a étonnamment décidé de ne rien faire. Il disait que tu avais choisi ta vie, a expliqué mon frère. Dans le testament, papa reconnaissait ses erreurs passées. Ses mots étaient clairs et directs, sans détour. Il demandait pardon pour la façon dont il m'avait traité, pour sa dureté, pour son manque de compréhension. Il parlait du repentir qu'il avait porté pendant des années et du désir de faire la paix, qu'il n'avait jamais eu le courage de réaliser de son vivant. Mon cœur a failli s'arrêter quand il a mentionné Antoine. Ce jeune avocat, disait-il, a eu l'audace de défier un colonel. Il a affronté un vieil homme têtu et puissant pour ma fille. Au final,
il a montré plus de courage que bien des hommes. Alors est venue la partie que personne n'attendait. Papa m'avait laissé une part considérable de l'héritage. Le notaire s'est raclé la gorge avant de lire cette partie, comme si même lui était surpris. Pour Élise et ses enfants, disait le document, « Je lègue la partie sud du domaine Bon Repos, y compris la maison d'amis et les 500 hectares adjacents. » Le notaire a fait une pause, puis a continué. « Ce legs est fait en guise de réparation pour les années perdues et pour la dot qui lui revenait. » J'ai senti Antoine me serrer la main tandis qu'un murmure parcourait la pièce. Mais le notaire n'avait pas terminé. De plus, a-t-il poursuivi, je transfère à Élise le montant résultant de la vente du domaine Saint-Jean, anciennement propriété de Gérard Dubois. Mon cœur a failli s'arrêter en entendant le nom de mon ex-mari. Le notaire a continué. Ce montant, détaillé dans l'annexe financière, représente la valeur partielle de la vente partagée avec les autres héritiers, avec les intérêts accumulés au cours des 30 dernières années. J'ai compris que c'était ma part de la vente de la maison et des terres que papa avait vendues et partagées avec les 3 fils de Gérard. J'étais à bout de souffle. C'était plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé voir de ma vie. Dans le testament, papa expliquait qu'il me rendait ce qui m'appartenait de droit. « Je sais que rien ne peut compenser le temps perdu, » disait-il, « mais j'espère que cela pourra vous donner, à toi et à tes enfants, la sécurité et les opportunités que je vous ai refusées par mon entêtement et mon orgueil par le passé. » J'ai regardé mes enfants, Antoine. Tous avaient les yeux écarquillés d'étonnement. Ce n'était pas seulement la valeur matérielle, qui était déjà impressionnante en soi. C'était la reconnaissance, l'aveu des erreurs, la tentative de faire la paix, même si elle était tardive. Le murmure dans la salle fut immédiat. Mes frères semblaient surpris, certains oncles indignés. Mais moi, je ne savais pas quoi ressentir. C'était un mélange de soulagement, de tristesse, de colère et d'une certaine manière, de gratitude. Nous sommes partis de là avec plus de questions que de réponses. Les jours suivants, pendant que je réglais la paperasse, j'ai renoué peu à peu avec certaines personnes de la famille. Certains étaient encore rancuniers, d'autres heureux de me voir. Ma fille, laisse-moi te raconter comment ça s'est passé ensuite. Quand nous sommes rentrés à la maison, quelle folie! Nous sommes arrivés quelques jours plus tard, riches, tout d'un coup. Tu aurais dû voir la tête de la famille d'Antoine. Pauvres gens, ils n'arrivaient pas à croire ce qui se passait. Madame Lucie, ma belle-mère, est restée bouche bée quand nous lui avons tout raconté. Soudain, j'avais un domaine et une somme d'argent considérable. Je vais t'avouer quelque chose. Je n'ai jamais attendu un centime de mon père. Cet homme ne m'a pris que des choses toute ma vie. Je pensais qu'il m'avait déshérité depuis longtemps. Quand j'ai entendu le testament, j'ai failli tomber à la renverse. Bon, nous nous sommes assis et nous avons réfléchi sérieusement à ce que nous allions faire de tout cet argent. La première chose a été d'acheter notre grande maison, celle dont nous avions toujours rêvé. Ah, quelle joie! J'ai engagé une aide ménagère, même si je ne voulais pas avoir une employée à plein temps. Je ne sais pas, je ne me sens pas à l'aise avec une étrangère à la maison toute la journée. Dis-moi, si tu avais l'occasion d'avoir quelqu'un pour t'aider, engagerais-tu une aide ménagère ou une employée de maison? Tu sais ce qu'on a fait d'autre? Antoine et moi, nous sommes partis pour notre vraie lune de miel. Celle où l'on voyage loin et où l'on passe plusieurs jours hors de la maison. Ça, après 50 ans. Regarde, si tu n'as pas eu l'occasion quand tu étais jeune à cause des enfants et que tu peux le faire en vieillissant, vas-y, c'est merveilleux. Ça fait beaucoup de bien à la routine du mariage. Les années ont passé. Les enfants ont grandi et les petits-enfants sont arrivés. Aujourd'hui, j'ai même des arrière-petits-enfants. Regarde, une grande et heureuse famille, grâce à Dieu. La vie est très différente maintenant, avec toute cette technologie. J'ai 2 arrière-petits-enfants qui sont des youtubeurs célèbres, tu peux le croire? J'ai moi-même mon téléphone portable et je sais bien m'en servir. Mais je te le dis, ma fille, ce qui me rend terriblement triste, c'est que mon Antoine est parti il y a 8 ans.
Ah, comme il me manque cet homme. Parfois je me réveille la nuit et j'étire le bras pour chercher sa place dans le lit. Je dirai toujours qu'il était mon prince. Après tout, ne m'a-t-il pas sauvé du château du méchant? Nous avons traversé tant de choses ensemble. Nous avons tout construit à partir de rien. Parfois, je me surprends à penser à lui, à son sourire, à sa manière affectueuse. Je me souviens comme si c'était hier du jour où nous sommes rentrés à la maison après avoir reçu l'héritage. Antoine, toujours sensé, a dit « Élise, allons-y doucement. Cet argent est une bénédiction, mais nous devons l'utiliser avec sagesse. » Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons aidé les enfants, bien sûr. Marie-Thérèse, qui était déjà mariée et vivait dans un appartement en location, a enfin pu acheter sa propre maison. Pierre a utilisé une partie pour monter sa propre entreprise. Notre fille, Lucas et Vincent, étudiaient encore, alors nous avons gardé une bonne somme pour leurs études universitaires. Le temps a passé, les petits-enfants sont arrivés. Quelle joie de voir la famille s'agrandir. Chaque naissance était une fête. Nous faisions tout notre possible pour aider les enfants avec les bébés, nous achetions de tout. Et les fêtes de Noël, une folie. La maison pleine de petits-enfants courant partout. Antoine se déguisait en Père Noël, distribuait des cadeaux, et il y avait de la nourriture en abondance. Laisse-moi te raconter quelque chose qui m'a réchauffé le cœur. Avec tout cet argent, nous avons pu aider beaucoup de gens. Madame Céline, notre voisine de longue date, traversait une période très difficile. Son mari avait perdu son emploi et son fils cadet, Cédric, avait besoin de médicaments coûteux. Un jour, j'ai vu Madame Céline pleurer dans la cour et je suis allée lui demander ce qui n'allait pas. Avec honte, elle m'a raconté sa situation. J'en ai immédiatement parlé à Antoine et nous avons décidé de les aider. Nous avons payé les médicaments de Cédric, aidé avec les factures en retard et même trouvé un travail pour son mari au domaine que nous avions hérité. Ils ont loué leur maison en ville et sont devenus nos gardiens de confiance. Ave Maria, tu aurais dû voir la joie de cette famille. Madame Céline pleurait, mais de bonne heure. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il y avait Monsieur Joachim, le cordonnier du coin. L'homme était sur le point de fermer sa boutique parce que le loyer avait trop augmenté. Nous avons acheté le local pour lui. Maintenant, il travaille sans se soucier du loyer et enseigne le métier aux jeunes du quartier. Ce métier se perd de nos jours. C'est un travail très important de transmettre le savoir-faire de cordonnier. Ah, et la petite école du quartier était en piteux état. Nous avons réuni un groupe, fait une collecte, et nous avons apporté la plus grande partie, bien sûr. Nous avons tout rénové, elle est devenue magnifique. Maintenant, les enfants ont même une nouvelle bibliothèque. Tu sais, ma fille, pouvoir aider les autres comme ça n'a pas de prix. Voir le sourire sur le visage des gens, savoir que nous avons fait une différence dans leur vie, ça, c'est la vraie richesse. Antoine disait toujours, « Élise, nous avons reçu cette bénédiction pour la multiplier. » Et c'est ce que nous faisions. Des tisanes pour les maux d'estomac aux tisanes pour calmer les nerfs. Si vous voulez jeter un œil, le lien est dans le premier commentaire épinglé de la vidéo. Et en parlant de conseils de quelqu'un qui a beaucoup vécu, vous savez quoi d'autre? Nous avons ouvert une nouvelle chaîne, juste pour donner quelques conseils aux couples. Après tant d'années de mariage, on apprend quelques petites choses. Comme disait ma belle-mère, le mariage, c'est comme une petite plante. Il faut en prendre soin tous les jours. Si ça vous intéresse, une vidéo apparaîtra à l'écran pour que vous puissiez accéder à la nouvelle chaîne. Eh bien, ma chère, que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Restez avec lui.